Laurence nous a fait un terrible cadeau en écrivant ce bouquin qui s'appelle « L'éveilleur, le pacte des solitudes ». Et c'est un livre qui va bien au-delà de simplement avoir raconté une histoire. C'est une manière de nous rendre plus humains, plus attentifs, plus à se demander si nous avons ou pas un rôle à jouer dans la société. Et je vais donc vous raconter l'histoire des veilleurs. On commence par un personnage qui s'appelle Elisabeth. Tout le monde l'appelle Mamilou. Et Elisabeth a perdu sa maman et elle a hérité d'une maison. Elle a 71 ans, elle n'a pas grande attache et elle décide d'emménager dans cette maison-là. Et en fait, c'est un retour dans son village natal qu'elle a quitté il y a une trentaine d'années. Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si ce n'est que cette maison a un second héritier, qui est son neveu. Et ce neveu, Charles, en a hérité pour moitié. Et il a besoin d'argent. Et donc elle était bien installée, toute tranquille au pilou. Et voilà Charles qui se pointe avec un homme qu'il dit être son demi-frère, qui s'appelle Dimitri. Comprend assez rapidement que demi-frère, apparemment ils sont en couple, mais il ne veut pas le dire. Et comme il a besoin de cet argent, il a un projet personnel. Soit elle lui rembourse la moitié, soit il met la maison en vente. Dimitri est plus décontracté que Charles. Lui, il essaie de trouver des arrangements, il se dit on peut peut-être discuter, on peut peut-être lui demander un loyer, etc. Elle a l'air brave, t'attends, on ne va pas la mettre à la rue, soit. Et après mûre réflexion, il propose à Mamilou d'habiter avec elle. Donc ils abandonnent leur projet, ils disent après on va se mettre ensemble. Bon, elle ne trouve pas ça très top, elle croyait être bien tranquille dans sa maison, mais elle n'a pas le choix et donc ils s'installent. Et en fait, le point positif pour elle, c'est que les nouveaux cohabitants vont rénover totalement cette vieille bâtisse. Et donc ça vit sa petite vie comme ça à trois au départ. Là, le décor est planté et on se rend compte que c'est cette maison qui va être au centre de l'histoire. C'est là que les choses vont se passer. Ensuite, Laurence, avec beaucoup de talent, elle va nous amener des tas de personnages qui ont tous une histoire personnelle et vraiment assez lourde pour certains. On va d'abord rencontrer... Non, je vais un peu trop vite. Je voulais dire d'abord que ces personnages-là sont tous dans une sorte de solitude très très forte et avec ce qu'ils ont vécu et le type de caractère, de profil qu'ils ont, ils ne savent pas parler d'eux, ils ne savent pas demander de l'aide. Ils sont là, ils vivent, ils vivotent. Et ils sont en demande, mais sans rien demander. Et c'est là où ça devient assez émouvant et où on se rend compte de la portée du titre « Les veilleurs ». C'est que aller vers l'autre, c'est une démarche. Le lire entre les lignes, se rendre compte qu'il a besoin d'aide. Et c'est ce que Mamilou, Charles et Dimitri vont commencer à faire. Ils vont commencer à se rapprocher de gens qui ont des difficultés, qui n'en parlent pas, mais de manière hyper délicate. J'étais assez émue à un certain moment de cette façon, sur la pointe des pieds comme ça, d'aller vers l'autre et de lui dire « j'ai besoin de toi ». En fait, on ne vient pas en aide à l'autre. On lui dit « viens m'aider, j'ai besoin de toi ». C'est ce qui va se passer avec un des premiers personnages. C'est une femme, elle s'appelle Sandrine. Très très vite dans le livre, on parle de Sandrine parce qu'elle sort de prison. Et Sandrine, elle a un passé assez mystérieux qu'on va découvrir par petites doses. Et même à un certain moment, c'est dans l'histoire de Sandrine qu'on va plonger, je dirais, au dernier tiers du livre. Ça vaudrait quasiment à soi tout seul un roman, l'histoire de Sandrine, tellement il y a, à chaque page, on découvre de nouveaux détails dont elle-même ne se souvient plus très bien. Donc elle a passé un temps assez long en prison. On apprend qu'elle a été privée de son fils. On n'apprend même pas tout de suite qu'elle a un fils. Et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, et en fait, elle non plus. Et donc, il y a comme ça un passage entre le présent, le passé de Sandrine, les choses qui se passent autour d'eux, qui vient éclairer sa propre histoire.
Toujours est-il qu'à un moment donné, Mamilou, elle aura besoin d'une aide parce que sa garde malade et la dame la qui s'occupait d'elle ne peut pas continuer. Et elle va demander à Sandrine de s'occuper d'elle. Et donc Sandrine est la première personne à venir s'installer dans le petit cocon de cette maison. Et puis on découvre Gabriel. Gabriel, c'est un personnage super attachant. Moi, je l'ai bien aimé directement. C'est un grand dadé comme ça qui a des difficultés pour parler de lui. Il vient de perdre son boulot. Il a quasiment plus rien. Il a même des difficultés pour aller faire ses courses. Et il se plaint de rien. Et il habite là tout près. Et Charles le croise, commence à s'intéresser à lui et tout. Lui tire les verres du nez parce que Gabriel, c'est un mutique. Il ne dit pas grand-chose. Il est timide, mais il n'est pas débile. Juste, il est comme ça dans son coin. Donc, on commence à l'inviter à venir manger un petit barbecue et tout, à se mêler à la vie de la maison. Et tout doucement, on se rend compte que Gabriel, il a un rêve d'enfant, un rêve qu'il n'a jamais réalisé, qui lui est resté au travers de la gorge, parce que c'est son père qui l'en a privé. Et Charles et Dimitri et Mamilou et Sandrine vont commencer à s'occuper de Gabriel pour tenter qu'il puisse réaliser son rêve d'enfant. On va lui retrouver un job. Son rêve d'enfant touche au vélo. Je n'en dirai pas plus parce que ça vaut trop la peine de le découvrir dans le bouquin, je trouve, parce que son rêve d'enfant, il est assez extraordinaire. Il lui trouve un job chez un garagiste qui s'occupe de vélo, justement. Donc, il est tout à fait dans son élément. Et son nouveau patron, dont je vais vous parler tout de suite parce que je vais vous lire un petit passage. C'est celui où Gabriel met pour la première fois les pieds dans la maison. Je vais vous lire à la page 63 la manière dont Laurence nous explique ça. La maison avait été rénovée avec beaucoup de soin. Aux yeux de Gabriel, cet intérieur chic et cosy, contrasté avec la simplicité apparente de ses propriétaires. Gabriel s'attarda sur les cartes postales qui couvraient le mur de la salle de séjour. Des paysages et des visages d'enfants et de familles se mélangeaient aux attractions et sites touristiques. Gabriel ne connaissait aucun de ces endroits. Charles lui donna une explication pour chacune. Là, les chutes d'Iguazu. Ici, les femmes girafes de Chiang. Là encore, la petite sirène de Copenhague. Ses souvenirs avaient été retrouvés dans les tiroirs de l'ancien buffet, toutes envoyées pendant ces 30 années d'absence. Je n'ai jamais eu l'occasion de partir à l'étranger. Je ne connais même pas la France, lâcha Gabriel dans un soupir. Je travaille non-stop depuis 10 ans et je n'ai jamais pris de vacances. Tu avais des congés quand même. Quand j'en prenais, c'était pour dormir. Il n'est jamais trop tard, Gabriel, tu es jeune. Où est-ce que tu rêverais d'aller? Je ne sais pas. J'ai bien une idée, mais je ne crois pas que j'en suis capable. Charles se tut. Et il attendit que Gabriel poursuive. J'ai toujours aimé le vélo, depuis que je suis en âge de marcher. Gabriel sentait l'émotion étreindre sa poitrine et remonter dans sa gorge. Il déglutit, inspira un bon coup pour éviter que la vague ne submerge ses yeux. Il se redressa et regarda droit devant lui, les poings serrés. Charles posa la main sur son épaule. Respire. Nos rêves d'enfants ne disparaissent pas. Ils attendent leur heure, sagement tapis dans notre mémoire. Le jour où la porte s'ouvre, ils reviennent à la surface pour qu'on les réalise enfin. C'est quoi ton rêve avec la bicyclette? Voilà. Je trouve que Laurence, elle a ce talent, parce que c'en est un, quand elle décrit une situation, on est vraiment dedans, y compris dans l'émotion que les personnages ressentent. Et donc, ce Gabriel retrouve un boulot, et le nouveau patron s'appelle Francis. Et Francis, c'est aussi un drôle de personnage, hein. Il est très particulier. C'est un turbineur à mort, il ne fait confiance à personne, il se dit « Ok, je vais prendre le jaune là, mais sans doute qu'il ne vaut rien, il va encore foutre le camp dans 15 jours, etc. Je vais toujours voir. »
Le problème, c'est que Gabriel, lui, il a vraiment le sens de ce qui se fait, et donc il travaille super bien, il est très apprécié par les clients, il discute avec les petits gamins qui viennent acheter un vélo, en plus il adore les vélos, donc lui, il fait même des heures sup, il s'en fout, tant qu'il est dans les vélos, il est content. Donc Francis est bien obligé d'admettre que cette nouvelle recrue, elle est quand même très très bien. Et il va se passer quelque chose d'assez bouleversant pour la vie de Gabriel, c'est que son patron, Francis, va faire un accident cardiaque. Il va devoir être hospitalisé. On va le garder à l'hôpital et c'est Gabriel qui va devoir gérer le garage pendant ce temps-là. Tous les jours, le gars, il lui téléphone pour avoir des nouvelles, comment ça se passe, etc. Mais il se rend compte que tout va bien en son absence. Mais il doit être en revalidation. Et qu'est-ce qu'on lui propose? De l'héberger dans la maison. Donc c'est un des personnages qui vient se greffer à la petite familia qui est déjà là. Si ce n'est que lui, si je peux me permettre l'expression, il vient un peu foutre la merde. Dans ce milieu où tout le monde avait trouvé son équilibre, Francis, lui, le nouvel arrivant, il venait leur rappeler que le monde existe, qu'il est menaçant, qu'il y a la guerre. Je vais vous partager le paragraphe qui parle de ça parce que j'aime beaucoup ce qui est sous-jacent là dans cette confrontation entre ceux qui sont là tout doux, bien installés, et puis le gars qui vient leur dire « Oui, mais vous rêvez ou quoi? Le monde va très très mal dehors. » Mercredi soir, après le bénédicité, seul le cliquetis des couverts résonnait dans la pièce du dernier étage. Il faut vous dire que Mamilou, elle est installée au dernier étage et qu'elle a décidé que les repas se passeraient à son étage. Ils étaient au complet, 6 à table. Chacun mastiquait chaque bouchée du repas préparé par Dimitri. Les repas étaient un vrai délice. Il avait opté pour la cuisson lente des aliments au four à 50 degrés. Parfois à la vapeur. Le potager allait bientôt passer en mode hivernage. On utiliserait les réserves constituées dans le surgélateur ou dans des bocaux rangés à la cave. Manger en silence faisait maintenant partie de leurs habitudes. Quelquefois, ils poursuivaient leur soirée par un jeu de société, un jeu de cartes. Vous avez entendu que les Japonais vont se réarmer? Les yeux pivotèrent avec effroi vers celui qui avait osé briser le silence, surtout leur paix. Élisabeth, d'une voix douce mais ferme, répondit « Francis, ici, le monde, il reste dehors. » « Comment ça, il reste dehors ?» Taisez-vous, Francis, quand on évoque ce monde-là, on lui donne le droit de continuer à exister. La Terre ne s'arrête pas de tourner parce qu'on n'en parle pas. Les Russes vont encore envoyer des troupes en Afghanistan. Israël est prêt à faire la guerre pour récupérer la bande de Gaza. Trump veut ériger un mur à la frontière mexicaine. Les migrants arrivent par milliers en Europe. Ça va mal là-bas, dehors. Désolée de vous l'apprendre. Sandrine avait lâché ses couverts pour introduire ses index dans les oreilles. Ne vous disputez pas, s'il vous plaît, supplia-t-elle. Gabriel posa sa main sur l'épaule de Sandrine. Elle ferma les yeux, entama de longues respirations, se laissa calmer par la chaleur de la paume. « Que voulez-vous dire ?» continua Francis. « On doit parler uniquement des petites fleurs et du beau temps. Présidente est virée. » On va l'attendre pour la suite. Il m'a coupé mes effets. Excellent. C'est quoi ces intrusions? C'est quoi ça? Vraiment un exemple. Tout à fait. Quelle synchronicité, oui. C'est fou ça. Le monde reste dehors. J'espère bien. Tu n'iras pas chez Mamilou, hein? J'ai oublié de dire des tas légers. Donc forcément, j'ai oublié de dire. Donc Sandrine respirait calmement pour se calmer. Que voulez-vous dire, continua Francis, on doit parler uniquement des petites fleurs et du beau temps. On doit savoir ce qui se passe pour pouvoir agir. D'ailleurs, bientôt, il n'y aura même plus de fleurs avec le réchauffement climatique. Tous déglinguent. Si on ne dit pas aux gens d'arrêter de faire autant de gosses, on va droit dans le mur. Ça ne sert à rien de jouer à l'autruche, croyez-moi. On ne doit pas savoir, Francis, répéta Élisabeth avec douceur.
On ne veut pas savoir non plus. Dimitri intervint. Toutes ces paroles à propos de la guerre ou de conflit ne font que nous rendre malheureux, tristes ou en colère. Nous n'avons aucun moyen d'action. On ne peut agir qu'ici. Et ça suffit. Elisabeth sourit à Dimitri avec un regard rempli de tendresse. Dans cette maison, nous veillons les uns sur les autres. Nous nous entraidons, mais aussi nous ne laissons pas nos pensées noires, nos peurs, envahir notre quotidien. Nous avons déjà assez souffert. Vous ne trouvez pas? Bonjour. Et donc, ce passage-là nous montre à quel point, dans cette maison, les gens prennent soin les uns des autres, mais en même temps, en tant que groupe, ils se préservent de ce qui se passe à l'extérieur, pour la bonne raison qu'ils n'ont absolument aucun moyen d'agir, ni sur la politique, ni sur le climat, ni sur quoi que ce soit. Et moi, j'aime assez cette philosophie qui peut passer pour parfois du je m'en foutisme ou de l'égoïsme, mais c'est tout sauf ça. Et je pense que s'agiter les ménages sur des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun moyen d'agir est une perte terrible d'énergie qui nous dévie et qui nous distrait des humains présents juste à proximité, qui sont peut-être en souffrance ou en attente de quelque chose, alors qu'on est en train de discourir sur des choses qui se passent de l'autre côté de la planète. Je ne dis pas qu'il faut se durcir, mais je crois qu'il faut s'apaiser et prendre un petit peu la mesure des choses. Voilà. Donc je reviens sur Sandrine, je vous disais qu'elle portait un secret douloureux dont certains détails ne veulent pas revenir en mémoire. Mais là, carrément, je ne vais pas du tout parler de son histoire, pour la bonne raison qu'on y rentre un tout petit peu à la fois, en tournant les pages. Et Laurence permet à ce moment-là de suivre vraiment pas à pas le processus de mémoire de Sandrine qui se réinstalle. Parce que si on raconte l'histoire, ça n'a absolument plus aucun intérêt. Et ce qui est assez extraordinaire avec cette partie-là, c'est qu'on ne prétend pas lâcher le bouquin avant d'avoir eu le fin mot. Hein. Parce que là, tu nous mènes par la bout du nez jusqu'au bout. Okay. Et je dois même avouer que dans cette partie-là, j'ai eu des petites larmes, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment terriblement émouvantes. Alors, pour terminer sur une note qui donne le punch, je vais vous lire quelques lignes sur le lâcher-prise qui vous donnerait envie de refaire du vélo à partir de demain matin. Oui, je vois. Tu vois où? Oui, je vois. Ah, ça m'amène. Depuis, je harcèle Michel pour qu'il conduise mon vélo au garage, parce qu'il ne faudrait pas. Alors, fin de la page 332. Elle est là. Et jusque-là, voilà. Donc, c'est Gabriel. Il a récupéré l'engin qui lui plaît. Quand je suis sur mon vélo, je ne réfléchis plus à rien. Je suis le vélo, je suis la route, je suis le vent, je suis la vitesse. Je suis focalisée sur le mouvement de mes jambes. Je sens chacun de mes muscles, les mains serrées sur le guidon, le dos arrondi, la tête penchée, le regard au sol, devant moi, dans un va-et-vient de concentration. Je ne pense ni au kilomètre derrière moi, ni à l'arrivée. J'avance. Je découvre au moment même chaque tournant, chaque carrefour, chaque courbure de la route, pleinement investi dans ma destination. Je ne me soucie ni de la minute écoulée, ni de celle d'après. Je suis le temps qui court. Je ne me pose aucune question. Waouh, s'écria Sandrine, songeuse, à la recherche dans sa mémoire d'expériences similaires. Si seulement je pouvais vivre cette sensation dans tout ce que je fais. Je comprends mieux pourquoi tu aimes bien pédaler. Même si je n'ai pas roulé pendant 10 ans, je n'ai rien oublié. Il est temps de reprendre la route. Je veux ressentir cette fluidité aussi souvent que possible. Qui sait si cela devient permanent? Je te le souhaite vraiment. Sandrine posa sa main sur le bras de Gabriel. Il fit le même geste. Leurs doigts s'entrelacèrent comme s'ils tentaient de garder cette promesse pour ne pas la laisser s'échapper. « À table !» leur cria Dimitri depuis son fourneau. Voilà.
Donc, moi, je vous engage à découvrir sans tarder ce bouquin. Vous pouvez l'avoir en pré-vente parce que malheureusement, le colis n'est pas arrivé. C'est vraiment un très très bel ouvrage et je vous le disais en début, ça va vraiment au-delà de la simple littérature, vous l'aurez compris. Laurence nous propose vraiment ici une manière différente de nous comporter. Moi, je la remercie pour ce boulot hors norme, vraiment. C'est un petit ovni, ça, dans le monde actuel. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai découvert là-dedans. Merci. Et moi, ce que j'espère, c'est que chacun d'entre nous trouvera au fond de lui-même la part de veilleur qui sommeille en chacun de nous. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci.